Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Info ou Intox. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin. Hier, c'était le premier tour des élections législatives en France. Et évidemment, on va aborder un petit peu ce sujet et on va aborder d'autres petits sujets, dont le Qatar, où je vais essayer de vous expliquer deux, trois petits trucs quand même très intéressants à savoir sur cette crise. Et puis peut-être deux, trois autres informations d'ici là. Alors tout de suite, on commence parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les législatives, premier tour, finalement je ne m'étais pas trompé, puisque dans ma dernière vidéo j'avais dit que j'étais convaincu que la République En Marche allait certainement avoir une majorité écrasante. Je pense que le deuxième tour ne changera pas grand chose à cette situation. Donc au niveau des résultats, il n'y a pas photo, on a 32% je crois pour République En Marche, donc c'est qui lui donne l'assurance d'avoir au moins entre 390 et 445 ou 450 sièges je crois, donc ce qui est énorme, et vous allez voir que ce qui est encore plus énorme, c'est que ça pose un gros problème démocratique, mais dans la réalité des faits, c'est que évidemment les médias vous présentent la victoire de Macron et de sa majorité comme étant inéluctable, et que ça va permettre ainsi donc à Emmanuel Macron de régner, parce que là on peut parler de régner, là il ne s'agit pas de diriger le pays, là il règne complètement, puisque le fait que la majorité des sièges vont aller aux représentants de République En Marche va donner un pouvoir absolu exécutif et un pouvoir absolu législatif. Parce que l'intérêt de la Ve République, c'est qu'il y avait un pouvoir exécutif et en face il y avait un Parlement avec évidemment une majorité, mais une majorité infime, qui permettait ainsi à un gouvernement de pouvoir œuvrer dans le sens de sa politique, et une opposition. Or là, on est quand même dans une configuration où l'Assemblée nationale va être on va dire aux 2/3 presque, plus des 2/3 des sièges dominés par République En Marche. Même si les Républicains ont aussi une certaine part de sièges, faut pas se leurrer, les En Marche et Républicains, vous allez vous rendre compte que tout d'un coup, ils vont être tous d'accord pour appliquer certaines politiques et certaines réformes. Puisque certaines réformes, je rappelle, qui vont être mises en place par Macron, c'est à peu près les mêmes que celles que Fillon avait prévu de mettre en place. Donc, finalement, aujourd'hui, on peut considérer que la société française est fracturée, mais elle n'est plus que fracturée socialement, elle est aujourd'hui fracturée politiquement. Pourquoi ? Parce que les médias accentuent le fait que finalement les partis traditionnels, même si les Républicains conservent un certain nombre de sièges, mais relativement minoritaires comparativement à En Marche, le Parti Socialiste, lui, est complètement laminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste n'atteint même pas des scores qui dépassent ceux de la France Insoumise ou même du Front National. Ce qui est... Voilà, je veux dire, aujourd'hui, je pense que très sincèrement, je suis désolé pour les Français qui peut-être nous regardent et sont peut-être des socialistes dans l'âme. Je pense qu'à mon avis, il va falloir que vous considériez qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste dans l'État a cessé d'exister. Peut-être qu'ils vont maintenir un Parti Socialiste pour la forme, mais dans le fond, le Parti Socialiste est mort. Il est mort de toute façon depuis les élections présidentielles. Ça pose un problème démocratique. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'abstention. Alors l'abstention, elle est de 51,2%. Alors on ne sait pas trop, j'ai pas encore réussi à obtenir les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Je les mettrai dans le blog pour vraiment avoir un descriptif beaucoup plus clair. Sauf que si on vous dit que 37% ou 32% pour En Marche, en réalité, sur l'ensemble des inscrits, sur l'ensemble de la capacité de vote des Français, la République En Marche, en fait, n'a obtenu que 12%. C'est-à-dire qu'ils obtiennent 32% sur les suffrages exprimés, mais sur l'ensemble des inscrits, en réalité, ils n'obtiennent que 12%. C'est-à-dire que, parce qu'il y a 51% d'abstention, finalement, aujourd'hui, la République se retrouve coincée dans un système complètement verrouillé, qui consiste à dire que même sur 50 millions de Français inscrits ou en capacité de voter, s'il n'y en a que 5 qui votent, ça suffit
pour déterminer l'avenir du pays pour 5 ans. Ce qui est, voilà, il y a un problème. C'est-à-dire que logiquement, si on avait une véritable démocratie, le résultat du premier tour des législatives serait nul et non avenu. Pourquoi ? Parce que plus de la moitié des suffrages ne se sont pas exprimés. Donc à partir du moment où ça paraît logique, la moitié des suffrages ne s'expriment pas, parce que là, ça invalide le vote. Et je dirais même plus loin, c'est que je reprendrai presque ce qui a été proposé par François Asselineau, c'est qu'à partir du moment où un vote populaire ne satisfait pas la majorité des gens qui s'abstiennent, mais dans ce cas-là, on réorganise des élections, mais par contre, tous les candidats qui s'étaient présentés, ils dégagent. C'est-à-dire qu'il va falloir en présenter de nouveaux, des autres. Voilà. C'est comme ça qu'on renouvelle le paysage politique français. Et c'est comme ça qu'on pourra peut-être permettre aux Français de se réintéresser à la politique. Mais là, on est dans un système où finalement, avec moins de la moitié des Français qui se sont exprimés, et moins de la moitié des Français exprimés, hein, c'est-à-dire que, de souvenir, je crois qu'il y a à peu près 47 millions d'inscrits, c'est-à-dire que sur les 47 millions d'inscrits, en fait, il y en a à peu près 23 millions qui ne se sont pas exprimés. C'est-à-dire que sur les 23 millions, vous avez 37%, hein, c'est-à-dire que 37%, je crois que ça doit faire 7 millions, je crois 7 millions, près 7,5 millions, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que sur 47 millions d'inscrits, il n'y a que 7 millions de personnes qui ont finalement décidé de donner une majorité absolue au président de la République. Il n'y a pas un truc qui vous choque? Non. Enfin, je pense que là, il y a... Et comme je le dis depuis très longtemps, et même aux États-Unis, hein, je le répète, aux États-Unis, c'est exactement pareil. C'est que je pense sincèrement qu'on est arrivé au bout. On est arrivé au bout, au potentiel, à la capacité des systèmes démocratiques tels qu'on les a conçus, tels qu'on les a imaginés, tels qu'on les a établis, et qu'aujourd'hui, tout est corrompu, peut-être un bien grand mot, quoique, peut-être pas forcément, mais je pense que les systèmes démocratiques tels que nous connaissons aujourd'hui sont obsolètes. Voilà. C'est-à-dire sont devenus obsolètes du fait que, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des gouvernements, au fur et à mesure des présidents, au fur et à mesure des conflits d'intérêts, au fur et à mesure de certains présidents qui ont modifié la Constitution. Hein, on se souvient que sous le règne d'Hollande, la Constitution a été modifiée pour empêcher toute intervention ou tout interventionnisme, pour empêcher le président de suivre son mandat, c'est-à-dire de pouvoir donner des outils au peuple, hein, je dis bien des outils au peuple, pour remettre en question la crédibilité même du président de la République. Et Nicolas Sarkozy, avant lui, avait aussi modifié la Constitution pour commencer aussi le travail à éliminer voilà, tout accès, je dirais, tout usage de textes de loi constitutionnels pour mettre des bâtons dans les roues à un gouvernement ou à une présidence. Donc voilà, une fois qu'ils sont élus, de toute façon, ils deviennent indéboulonnables. Les seuls à pouvoir les déboulonner, c'est la justice. Et évidemment, quand on parle de l'indépendance des magistrats, vous vous souvenez quand même que Manuel Valls, quelques mois avant les élections présidentielles, a signé un décret, je crois, pour mettre sous tutelle, je ne sais plus quel organisme, je ne sais plus si c'est la magistrature, etc., que ça a fait scandale, mais les médias ont tout de suite tassé un peu le truc. Donc voilà, il y a une mainmise finalement, une mainmise où on retire de plus en plus la souveraineté du peuple. Et ça rentre parfaitement dans ce que j'explique souvent, c'est qu'à partir du moment où, au niveau de l'Union européenne, il y a une volonté de réduire la capacité, réduire l'autonomie des États-nations, hein, c'est-à-dire la destruction des États-nations. Donc ça veut dire qu'il faut passer d'abord par la destruction du peuple souverain, et une fois que le peuple, on lui a retiré sa souveraineté, et bien dans ce cas-là, par définition, un gouvernement ou un président, tout d'un coup, n'est plus souverain. C'est-à-dire qu'il devient juste un théâtre de guignol, devient juste une pièce de boulevard, c'est-à-dire des marionnettes, pour faire croire à de la démocratie,
Mais au final, ils n'ont plus aucun pouvoir. C'est-à-dire que c'est Bruxelles qui décide. Et le gouvernement applique. Le Parlement, là, on a exactement le très bel exemple de la mise en place d'un pouvoir unique, parce que là, c'est la mise en place d'un pouvoir unique. Donc à partir du moment où vous mettez un pouvoir unique, en plus, c'est pas un pouvoir avec la moitié plus de la moitié des sièges. Je rappelle quand même 157 sièges. Si au deuxième tour, la domination de République En Marche se confirme, ils peuvent accéder jusqu'à au moins 400, minimum 400 sièges. 400 sièges sur 557, ça fait plus de la moitié. Donc, en plus de ça, si vous rajoutez la complaisance et la consensualité des députés chez les Républicains, vous atteignez presque pas loin de 500. Hein, c'est-à-dire que, il y a un petit peu moins de 500, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être 70-80 sièges qui restent pour l'opposition. Alors vous vous rendez compte que sur 450 sièges pour une majorité présidentielle, peut-être, je ne sais pas, 60 ou 70 sièges pour les Républicains, je crois, j'ai plus les chiffres en bas. Il reste quoi pour l'opposition? Et l'opposition est insignifiante. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition au Parlement. Donc là, on a un réel problème démocratique. Mais ça, est-ce que les Français l'ont compris? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils comprendront quand les décrets, quand les ordonnances vont commencer à tomber, quand leurs intérêts, l'exemple très flagrant de ce que Macron a essayé d'expliquer pour embobiner tout le monde, le fait de vouloir supprimer les taxes d'habitation, par exemple. Ce problème, c'est que les taxes d'habitation, va falloir compenser au niveau local. Alors l'État va peut-être compenser, mais va compenser comment? Il va bien falloir trouver des rentrées fiscales pour compenser cette suppression. CSG? Oui, la CSG, ça y est, c'est déjà prévu. Les retraités, les professions libérales, les artisans, les indépendants, les patrons, etc. Enfin, les petites PME, etc. Mais ils vont morfler. C'est-à-dire que, hop là, ça va augmenter. La TVA. Je pense qu'il y a des TVA qui vont certainement augmenter. Donc voilà. À partir du moment où les Français n'arrivent pas à comprendre que si on vous supprime quelque chose, soi-disant, pour vous donner du pouvoir d'achat, fiscalement, il va falloir trouver des compensations. Parce que si on supprime des taxes, c'est des rentrées fiscales en moins. Si c'est des rentrées fiscales en moins, il va falloir trouver de l'argent ailleurs. Vous comprenez? C'est comme un peu quand l'État décide, on va vous baisser les impôts. Ouais, génial, il baisse les impôts. Ah mais non, il ne baisse pas les impôts. Oui, il baisse les impôts sur le revenu. Seulement, les impôts sur le revenu, vu que l'État s'est déchargé sur les régions, sur les collectivités locales de certaines responsabilités qui coûtent de l'argent, les collectivités locales, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont récupérer ces manques à gagner. Et donc ce sont vos taxes d'habitation qui ont augmenté, c'est votre foncier qui a augmenté, ce sont les différentes taxes locales qui peuvent exister pour les professionnels, pour les commerçants, les entreprises qui ont augmenté. C'est quand vous avez des collectivités locales qui font appel à des sociétés privées pour la gestion, par exemple, la gestion des ordures, la gestion de l'eau, la gestion de la distribution d'électricité ou la gestion du gaz, etc. Ça fait augmenter la facture. Et comme il y a un moment où certaines collectivités locales se rendent compte qu'elles ne vont pas pouvoir faire augmenter les factures comme ça, parce qu'il y a aussi le politique derrière. Si on veut garantir de pouvoir être réélu aux élections municipales, il ne faut pas non plus augmenter les impôts. La solution, c'est quoi? La solution miracle, c'est ça, c'est les fameuses fusions, les fameuses métropoles. Ces fameuses métropoles qui englobent différentes collectivités locales, donc qui fusionnent ces collectivités locales pour tout simplement diluer la dette. C'est-à-dire que si vous habitez une petite bourgade qui s'autosuffit, n'a pas besoin de grandes infrastructures, etc., avec des taxes d'habitation et des fonciers qui sont relativement raisonnables, parce que c'est des petits villages où tout le monde se connaît et on n'a pas besoin de face, des trucs comme ça, tout d'un coup, ce petit village, il est englobé, il est fusionné dans une métropole parce que la ville d'à côté a décidé de construire cette grande métropole avec sa grande agglomération, et tout d'un coup, les gens qui habitent dans ce petit village, leurs impôts augmentent. Et pourquoi ils augmentent? Tout simplement parce que maintenant que vous faites partie de la métropole, vous allez payer les mêmes impôts que les autres.
C'est-à-dire vous allez payer les mêmes impôts que le village d'à côté, qui lui s'est trouvé avec un maire qui a eu des fastes, qui s'est fait construire une salle de sport, qui s'est fait construire une salle de concert, qui s'est fait construire une mairie, qui s'est fait construire une piscine municipale, qui s'est fait construire plein d'infrastructures qui, à la limite, n'étaient pas extrêmement urgentes ou utiles par rapport à la capacité de population. C'est vous allez payer le développement d'une zone industrielle, d'une zone d'activité commerciale, mais que malheureusement personne n'a réussi à développer, donc il n'y a aucune entreprise qui s'est installée là, mais malheureusement vous allez payer quand même les travaux d'infrastructure, etc. Vous voyez, en fait, vous n'en sortirez pas. C'est que tant que le système, à la base et au sommet, tant que le système au sommet ne changera pas, vous savez, c'est le principe des cascades. Tôt ou tard, de toute façon, vous allez en prendre plein la figure. Donc voilà, les législatives, comme je l'avais prévu, ça fait quand même plus de la moitié des 47 millions de Français inscrits. Alors je ne parle pas des 10 millions qui ont disparu des listes, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas inscrits, ceux qui se sont fait radier, etc. Ça fait quand même 10 millions. 10 millions de personnes qui n'ont pas pu voter ou n'ont plus envie de voter, à la limite. Donc ça fait quand même 10 millions de capacités d'électorat qui manquent en France, dans le nombre d'inscrits. Et là, le premier tour, vous avez quand même 51 millions, donc sur 47 millions, 23 millions de gens en fait qui n'ont pas voté, donc voilà, c'est on serait tendance à dire qu'on récolte que ce que l'on sème, mais là je pense que malheureusement il y a beaucoup de gens qui je comprends, moi le premier, qui ont une désaffection telle aujourd'hui avec la politique, que de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui sont résignés, et que finalement, ceux qui ont voté Macron, c'est tous les gens qui ont intérêt à voir Macron au pouvoir, parce qu'ils pensent que toutes les réformes qu'il va faire, tout le renouveau qu'il va lancer, va assurer, pour les uns, ça va être la rente, pour les uns, les autres, ça va peut-être permettre de gagner plus d'argent, parce que libéraliser des marchés, etc. Donc voilà, on estime que dans la classe confort, vraiment classe aisée, classe confort, etc., il y a à peu près 7-8 millions de personnes. Donc ça correspond plus ou moins à l'électorat de Macron sur République En Marche. Donc voilà, à suivre jusqu'au second tour, mais je pense que là, de toute façon, comme on dit en France, c'est râpé. Bon courage. Alors, autre conséquence notable de ce premier tour des législatives, c'est évidemment le résultat. Donc le résultat, comme je l'ai dit précédemment, au niveau de l'Assemblée nationale, là, ça pose un problème démocratique. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une présidence, un gouvernement, et un gouvernement qui a une majorité absolue. Ce qu'on appelle une majorité absolue, c'est-à-dire que, quels que soient les textes qui seront proposés, finalement, les débats seront quasiment inexistants. C'est-à-dire qu'il n'y aura quasiment pas de débat. Même si l'opposition fait un débat, de toute façon l'opposition est minoritaire. Donc ils peuvent présenter toutes les lois qu'ils veulent, les lois placeront finger in the nose, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les doigts dans le nez. Avant, sous Hollande, il y avait une majorité socialiste. Sauf que sur certains projets de loi qui avaient été présentés, on s'en souvient, ne serait-ce que la loi El Khomri, ne serait-ce que la réforme de santé, que ce soit même le mariage pour tous, il y a quand même eu des dissidences au sein même de la majorité. Il y a quand même des socialistes qui n'étaient pas d'accord. Donc là, il y avait quand même sujet à débat. Là, si tous les élus de République En Marche ont promis de voter toutes les lois que présentera le gouvernement, et à la limite, je dirais presque qu'il n'y a plus besoin d'Assemblée nationale à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale ne sert plus à rien. Bon, après, il y a le Sénat, mais le Sénat, vous savez, on propose une loi à l'Assemblée nationale, si c'est voté à l'Assemblée nationale, après ça va au Sénat, après au Sénat, ça passe au niveau du Conseil constitutionnel pour vérifier si la loi n'est pas en contraire à des principes constitutionnels, le Sénat vote, ça repasse en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, c'est voté, et c'est parti. Là, limite, c'est présente le texte à l'Assemblée nationale, il n'y a même pas de débat. Il va y avoir débat sur une journée, 1 heure, 2 minutes, c'est tout. Puis
Bon, on vote. Ok, c'est parti, ça repart au Sénat. Il y a quand même un problème. Bon, le Sénat, pour l'instant, est encore avec un bipartisme gauche-droite. Il n'y a pas de candidat en marche, ou tout du moins, peut-être qu'il doit y en avoir certains, puisque en général, il y en a certains qui se sont mis du côté d'En Marche, donc allez savoir s'ils ne vont pas retourner leur veste au niveau du Sénat. Enfin, c'est un peu... Enfin, voilà, c'est encore la preuve que le système ne fonctionne plus, c'est qu'il y a un sérieux problème. Donc ça pose un problème là fondamentalement démocratique, et même la République même, le principe même de la République est menacé, parce que avec une Assemblée nationale constituée de cette façon, je suis désolé, il n'y a plus de principe démocratique. Là, je pense que la France devient un terrain expérimental pour voir jusqu'à quel point le peuple va accepter cette situation. C'est là le problème. Est-ce que le peuple va comprendre déjà, majoritairement, ce qui est en train de se passer? Et deuxièmement, s'il comprend ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on parle de révolution, on parle de mouvement, mais pour l'instant, j'en vois pas le signe. Hein, je veux dire, déjà, quand on a 51% de gens qui ne vont pas voter pour essayer de mettre quelque chose en opposition au gouvernement de Macron, c'est qu'il y a quand même 51% de gens qui ont baissé les bras. Donc voilà, il y a vraiment un problème. Je pense que, comme le disait quelqu'un il y a quelques années de cela, je pense que les Français ne réagiront que le jour où ils ne pourront plus retirer d'argent aux distributeurs. Je pense que c'est certainement ça qui est véritablement vrai. Je pense que le jour où les Français comprendront qu'ils n'ont plus accès à leur argent et qu'ils seront sous contrôle absolu, là peut-être que ce jour-là, les Français peut-être commenceront à réagir. Peut-être que dans la classe populaire qui prendra tout dans la figure, ça commencera peut-être à bouger, mais c'est pas sûr. Voilà, je suis très, très pessimiste sur la capacité aujourd'hui de la France à réagir face à cette situation qui, je le rappelle, est une situation qui est une dictature cachée derrière un écran de démocratie. Je rappelle que quand même, on dit souvent qu'Adolf Hitler a accédé au pouvoir par la voie démocratique, ce qui n'est pas totalement faux et pas totalement vrai, puisque il a accédé en effet à la chancellerie, mais au niveau des élections législatives, il n'avait pas atteint la majorité. Il avait une forte proportion de présence au Parlement, mais il n'avait pas atteint la majorité. C'est parce qu'il y a eu un concours de circonstances que la situation politique aidant, la situation a fait que voilà, il a réussi à convaincre les instances de lui donner le poste de chancelier. Et là, c'est à peu près pareil, c'est qu'on a fait fonctionner un système démocratique, on a réussi à embobiner les gens, le bipartisme socialiste, ex-UMP, etc., s'est fait laminer, ils ont continué leur foire, etc. Il y a d'autres alternatives, mais les alternatives, elles sont complètement étouffées. Je tiens quand même à préciser qu'à Célineau et l'UPR, vous pouvez chercher dans les résultats, l'UPR n'existe pas. Il a été classé dans divers droites, ou indépendant, je ne sais plus, mais il faut savoir que lors de la validation des candidatures au niveau du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur a refusé de mettre l'étiquette UPR sur les candidats de l'UPR, alors que Asselineau avait quand même, je crois, plus de 500 candidats en France, ce qui est quand même pas rien. Donc là c'est pareil, il y a un gros souci. Comment est-ce qu'on peut refuser de donner le label d'un parti à des candidats alors qu'ils sont quand même 500 candidats en France? Il y a un truc qui ne va pas. C'est comme si dans une équipe de foot, l'équipe de football était l'équipe, je sais pas, du PSG, mais parce que c'est le Qatar qui possède l'équipe, on leur interdit de porter les t-shirts PSG. Enfin,
Ça n'a pas de sens, c'est l'équipe du PSG, donc normalement ils ont le droit de porter le t-shirt du PSG. Vous voyez, est-ce que là aussi il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne fonctionne plus. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne sur le second tour, même si bon, les cartes sont déjà jouées. Hein, mais je pense qu'à mon avis, d'ici fin juin, début juillet, je pense que ça va remuer un petit peu dans les brancards. Même pas, je suis même pas sûr. Je pense que mon avis, là, bon, il va y avoir les périodes d'examen, etc. Et vu qu'il y a les grandes vacances qui arrivent, je pense que les Français vont plutôt aller se divertir. Aller passer, voilà, les grandes vacances, etc. Mais ils vont passer complètement à côté de trucs qui, là, par contre, à la rentrée, quand ils vont reprendre le boulot, ou trucs comme ça, là, ils vont comprendre ce que c'est. Mais voilà, advienne que pourra. Autre information qui a pris aussi un petit peu le dessus, on en a parlé un petit peu, puis tout d'un coup, pouf, on a arrêté d'en parler, c'est le Qatar. Alors le Qatar, qu'est-ce qui s'est passé avec le Qatar, dites donc? Mais comment ça se fait? Pourtant, le Qatar est quand même un pays avec qui on a en France certaines accointances, certains intérêts. Et tout d'un coup, l'Arabie Saoudite décide de rompre ses relations diplomatiques avec le Qatar. Et invite aussi... c'est clair que le Qatar, c'est clair par contre, excusez-moi, l'Arabie Saoudite n'a pas voulu faire ça tout seul. Donc elle a embarqué, je crois, le sultanat le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et un autre pays dont je me souviens plus, je ne sais plus si c'est le Yémen ou la Jordanie. Enfin bref, donc rupture diplomatique avec le Qatar. La raison invoquée, paraît-il, que le Qatar aurait financé le terrorisme. Non mais dites donc, c'est quand même formidable, parce que si vous remontez mes vidéos, on en a parlé de ça. Ça fait combien d'années qu'on le dit? Ça fait combien d'années qu'on dit que le Qatar, en 2013, si le prince s'est fait éjecter de son poste et a laissé sa place je crois que c'est en novembre 2013, a laissé sa place, ou novembre 2014, je ne sais plus exactement, a laissé sa place à son fils. C'était parce que justement le Qatar, dans l'alliance qui avait été passée entre l'Arabie Saoudite, l'Israël et les Américains pour essayer de mettre en place une sorte de forme de groupe de résistance pour essayer de dégager Bachar el-Assad, mais que la connerie qu'ils ont faite, c'est qu'au lieu d'envoyer des gens modérés, ils ont envoyé des djihadistes radicaux, ce qui n'a pas du tout plu d'ailleurs aux Américains, et ce qui est pour ça d'ailleurs que l'ancien prince a abdiqué. Mais c'est vraiment du foutage de gueule, parce que on est en train de vous expliquer que si l'Arabie Saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar, c'est parce que le Qatar aurait aidé le terrorisme. Mais dites donc, qu'est-ce qu'on disait depuis des années? On disait aussi que les Américains, que l'Arabie Saoudite avaient aussi mis leur grain de sel là-dedans. Mais ça, évidemment, on n'en parle plus. Très sincèrement, je pense que quand j'ai vu l'information, tout de suite j'ai pensé qu'il fallait un bouc émissaire. C'est-à-dire que les choses ne tournaient pas tellement bien au Moyen-Orient, et l'Arabie Saoudite a essayé de se défausser en accusant le Qatar. Et puis aussi à l'occasion, c'est aussi l'occasion pour l'Arabie Saoudite de régler ses comptes avec le Qatar, parce qu'entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, il y a certains différends. Un des différends que vous allez comprendre pourquoi. Vous savez que le Moyen-Orient, vous avez deux courants majoritaires musulmans, islamiques, que sont les sunnites et les chiites. Chez les sunnites comme chez les chiites, il y a un rêve. C'est la construction du califat au Moyen-Orient. C'est-à-dire voilà, une région dominée par une idéologie religieuse, un religieux politique, islam politique, on parle bien. Je
jusqu'à présent, très difficile pour les chiites de mettre en place un califat parce qu'ils n'ont pas, les capacités géopolitiques aujourd'hui de l'instaurer. Par contre, beaucoup d'autres pays qui sont de mouvements sunnites souhaitent pouvoir construire un califat. Il y a un pays qui, lui, a peut-être les moyens justement de construire ce califat, c'est la Turquie. C'est la Turquie, et d'ailleurs Erdogan ne s'est jamais caché de vouloir construire ce califat avec cette passerelle qu'il y a entre l'Europe centrale, l'Europe de l'Est et l'Asie et le Moyen-Orient. Donc voilà l'idée du califat. Sauf que l'idée du califat, c'est d'ailleurs ce qu'avait essayé de construire un petit peu avec l'État islamique, le califat, en mettant en place un calife. Très très vite, ça, on a nettoyé ça. Pourquoi ? Parce que les Américains ont absolument plus voulu qu'on parle de califat, et qu'on ne parle plus de ce calife qui avait été mis en place. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Arabie Saoudite est contre. Ou sinon, c'est l'Arabie Saoudite qui construit le califat. C'est-à-dire que si un califat doit naître au Moyen-Orient, les chefs du califat, ce sont les Saouds. Pourquoi ce sont les Saouds ? Tout simplement parce que les Saouds, donc la famille Saoud, sont les gardiens des lieux saints de l'islam. Ce qui veut dire que, dans leur position, même si, je répète, dans l'islam, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chef suprême, comme dans la chrétienté, vous avez le pape, les cardinaux, etc. Non, il n'y a pas ce type de hiérarchie, mais il y a une hiérarchie politique. À partir du moment où l'islam, on met de côté l'islam religieux, on prend l'islam politique, même si l'islam politique dépend du religieux, mais l'islam politique, lui, a structuré cette idée de califat avec un calife. Et le calife, par définition, est supérieur en autorité au gardien des lieux saints de l'islam. C'est-à-dire que si, par exemple, le Qatar avait eu les moyens de mettre en place, avec certains alliés, un califat, et donc nommer un calife, eh ben, manque de bol, la famille des Saouds aurait été obligée de se soumettre à ce calife. Et donc, dans ce cas-là, l'Arabie Saoudite perd sa dominance dans l'islam du Moyen-Orient. Et donc, vous comprenez pourquoi, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a tout simplement foutu des bâtons dans les roues au Qatar, tout simplement parce que le Qatar ne partage pas l'idée de laisser l'Arabie Saoudite instaurer sa dominance politique sur l'ensemble des pays, des pays du Moyen-Orient. Ça peut éventuellement s'étendre au Maghreb, quoique le Maghreb, c'est encore quelque chose de différent. On peut dire que ça s'arrête un peu à l'Égypte, si vous voulez. Sauf que derrière, la problématique qu'il y a, et c'est la raison pour laquelle, très souvent, je parlais d'alliance avec Israël, c'est que tant que les Saoudiens ont quelques accointances avec Israël, Israël fera toujours en sorte d'éviter que n'importe quel autre pays du Moyen-Orient vienne à instaurer un califat. Ce qui, évidemment, politiquement, affaiblit la plupart des pays sunnites à essayer de constituer ce califat, donne l'opportunité aux chiites de pouvoir, eux, à un moment donné, réussir à construire ce califat. Raison pour laquelle, eh bien, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite fait la guerre au Yémen contre les mouvements chiites, que l'Arabie Saoudite domine le Bahreïn, qui a lui-même des problèmes avec certaines mouvances et certaines dissidences chiites, que l'Arabie Saoudite et Israël aimeraient bien pouvoir se débarrasser aussi du Liban. Le Liban, il faut le savoir, fait partie de la liste. Sauf que pour l'instant, vu que la Syrie, ça coince depuis maintenant 5 ans, pour l'instant, le Liban, c'est en suspens. Voilà. Donc voilà, la réelle raison, elle est là. En fait, c'est un conflit d'intérêts géopolitiques, idéologiques, par rapport à cette conception de l'avenir du Moyen-Orient, c'est-à-dire toujours ce sempiternel conflit entre chiites et sunnites, voire même au sein même des sunnites, puisque vous avez l'Arabie Saoudite, c'est le wahhabisme, c'est une mouvance beaucoup plus radicale que d'autres mouvances sunnites plus modérées, raison pour laquelle d'ailleurs la Syrie, on veut dégager Bachar el-Assad, parce que Bachar el-Assad est un chiite, ce qu'on appelle un chiite
chiites dissidents, on va dire. C'est la raison pour laquelle Saddam Hussein a été dégagé aussi. Saddam Hussein était un sunnite, mais était aussi un sunnite plutôt laïque. Donc évidemment, sunnite laïque, non, on ne veut pas en entendre parler, c'est pas dans les normes de l'islam, etc. Donc voilà, ça se réveille en fait en Moyen-Orient. Ce qui emmerde bien évidemment les Américains et les Occidentaux, Européens et Français aussi, de cette discorde entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Allez savoir où ça va mener, ça je ne peux pas vous dire. Soit ça va se dégonfler rapidement, c'est-à-dire que le Qatar va concéder et accepter la domination de l'Arabie Saoudite et se ranger, c'est-à-dire rentrer dans le rang. Ou alors les Saoudiens ont la ferme intention de faire en sorte de dégager la famille qui est actuellement au pouvoir au Qatar pour les remplacer par quelqu'un d'autre, par une autre famille, ou etc. Ce qui actuellement, je pense qu'à mon avis, est en travail, diplomatiquement parlant, avec les États-Unis, qui essaient de trouver, avec Israël aussi, pour essayer de trouver une issue. Mais alors soit ça va se dégonfler rapidement, je vous dis, et que le Qatar va se plier et tout le monde va être content, ou soit ça va partir en live, sauf que il y a peu de chances que ça parte en live, parce que comme je vous le dis, il y a quand même des intérêts. Le Qatar, c'est quand même assez étendu, a investi énormément en Europe et aux États-Unis, donc ça voudrait dire que ça mettrait quand même les États-Unis et l'Europe le cul assis entre deux chaises. Même si on sait qu'avec l'Arabie Saoudite, il y a quand même quelques petits arriérés récents qui fait que ça pourrait peut-être inverser la vapeur, mais je pense que les Saoudiens ne sont pas idiots. La visite de Trump en a fait l'exemple le plus flagrant, c'est-à-dire sortir des milliards de dollars de contrats pour de l'armement. C'est flagrant, quoi. C'est évident que les Saoudiens essaient de s'acheter une sécurité vis-à-vis des Américains. Donc, et puis évidemment, comme par hasard, la visite de Trump, quelques jours après, boum, vas-y, on fait une rupture diplomatique avec le Qatar. Donc je pense qu'il y a quelques arrangements qui se sont faits. On n'en connaît pas véritablement les tenants et les aboutissants. Affaire à suivre, parce que ça peut être intéressant, voir comment ça risque d'évoluer au niveau du Moyen-Orient et surtout au niveau géopolitique. Le fait est, c'est que si le Qatar cède, ça veut dire que les Américains, les Européens et donc la France lâchent le soutien ou l'alliance ou le partenariat qu'il peut y avoir avec le Qatar. Ce qui veut dire que là, il y a source un gros problème. Source à gros problème, mais voilà, définir exactement quel type de problème, sur quel domaine ça risque d'avoir des conséquences, pour l'instant c'est assez flou, donc à surveiller, voir comment ça va évoluer. On sait déjà que le blocus qui a été organisé, parce que bon, je vous invite à aller voir, réviser votre géographie pour voir où se trouve le Qatar. Le Qatar, c'est une sorte de péninsule qui se trouve au nord-est de l'Arabie Saoudite, donc en fait ils ont une frontière avec l'Arabie Saoudite. Et pas très loin il y a le sultanat d'Oman, donc là ils ont apparemment rétabli une voie commerciale maritime pour pouvoir continuer à être alimentés, mais ce qui est marrant, c'est ce blocus qui est imposé par l'Arabie Saoudite du fait de cette frontière unique avec l'Arabie Saoudite. Personne, même l'ONU, certainement qu'en diplomatie, non, écoutez, les Saoudiens, essayez de trouver une solution, on ne peut pas laisser ça, vous comprenez, etc. Et les Saoudiens disent non, rien à foutre, voilà, on fait ça, point barre. Ah oui, mais quand même, vous faites partie de l'Europe, vous faites partie de l'ONU, on vous a quand même filé le siège de la Commission des droits de l'homme et tout, pour essayer de redorer votre image. Là, vous rendez-vous compte au niveau international. Mais les Saoudites, ils n'en ont rien à secouer. Les Saoudites, tant qu'ils ont de l'argent à dépenser, même s'ils sont dans la faillite, je rappelle, économiquement, l'Arabie Saoudite est en train de plonger, mais tant que le pétrole se vend, tant qu'ils ont des rentrées d'argent, ça va. C'est pour ça qu'il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, il y a eu cette crise avec le pétrole, parce que justement, vu que les demandes en pétrole n'étaient plus aussi élevées
qu'elle ne l'avait été ces 20 dernières années, bah, ça a influé sur le prix du baril. Et comme la Russie, on a voulu tacler la Russie aussi, qui est aussi producteur de pétrole, on a fait tomber le baril à moins de 50 $, rien que pour emmerder la Russie. Sauf que ça n'a pas fonctionné, et sauf que malheureusement, les Américains, eux, ont joué un peu au con avec l'Arabie Saoudite, et ont réussi à maintenir le baril relativement bas, en espérant emmerder l'Arabie Saoudite. Sauf qu'à ce petit jeu-là, tout le monde a été emmerdé, même les Américains ont été éclaboussés, hein, puisque vous avez quand même pas mal de licenciements qui ont eu lieu dans pas mal de grosses compagnies pétrolières. Donc voilà, c'est encore un signe que, voilà, comme je le disais tout à l'heure sur la législative, par rapport au système démocratique, là, au niveau économique, on arrive au bout du bout. On arrive au bout. On est arrivé déjà depuis longtemps au bout du système, mais là on arrive au bout des manipulations, des bidouilles, des magouilles, etc. Donc voilà, ça va être une affaire à suivre parce que je pense que ça va éclairer certains aspects. Et je rappelle quand même, chose formidable, c'est l'argument officiel de l'Arabie Saoudite de dire que parce que le Qatar a financé le terrorisme, hein, et a eu des accointances avec, ou des influences, des relations, pardon, avec les mouvements chiites. Alors qu'il y a encore 6 mois, on aurait dit le Qatar finance le terrorisme, tout le monde nous prenait pour des abrutis. On se souvient hein, de Asselineau qui avait dit, en 2014, qui avait dit, dans l'émission dont On n'est pas couché de Ruquier, qui avait dit qui finance l'État islamique, hein, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, etc. On l'a pris pour un con, on l'a fait passer pour un imbécile. Et bien aujourd'hui, l'Arabie Saoudite qui accuse le Qatar de financer le terrorisme. C'est pas formidable tout ça, hein? Allez, on passe à la suite. Alors la suite, petite actualité, revue de presse. Voilà, on va faire une revue de presse assez rapide de ce que vous avez peut-être pu voir dans le blog. On va commencer par Sylvie Goulard, la nouvelle ministre des Armées. Alors je rappelle, hein, ministre des Armées, ce n'est plus ministre de la Défense. Ministre des Armées, c'était l'appellation qui était donnée encore jusqu'à la fin des années 60, je crois, et qui a été transformée en ministre de la Défense. Sauf que là, Macron a décidé de rétablir le statut de ministre des Armées. Donc je vous laisse aller sur Wikipédia, voir la différence, vous allez voir, c'est très intéressant. Et Sylvie Goulard, nous a fait une petite déclaration en disant « Nous serons obligés de casser certaines facilités industrielles ». Pourquoi elle l'assume en plus, hein, et il va y avoir des restructurations à opérer. Alors c'est au sujet de quoi? C'est tout simplement au sujet que Madame Sylvie Goulard est une européiste jusqu'au bout des ongles, et que certainement son travail va être de mettre à disposition de l'Europe l'armée française, c'est-à-dire de construire une armée européenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire donc de rééquiper l'armée française suivant des normes européennes, mais évidemment au lieu d'essayer de jouer un petit peu l'intérêt de l'industrie française, c'est pour ça qu'elle dit casser certaines routines, certaines facilités industrielles, tout simplement c'est qu'elle a l'intention de casser toutes les bonnes petites habitudes qu'il y avait en France chez des fournisseurs, chez des processus au niveau de l'achat auprès de fournisseurs, auprès de prestataires, etc. Donc je pense qu'à mon avis, l'armée, ils vont être très contents. Je pense que Madame Sylvie Goulard a beaucoup de soucis à se faire. La morale du porte-monnaie. Alors la morale du porte-monnaie, c'est la fameuse affaire de TPMP, la fameuse émission de Cyril Hanouna, qui finalement s'est pris une sanction du CSA. Alors la sanction, c'est 3 semaines sans publicité. 3 semaines sans publicité, c'est-à-dire pendant l'émission, 15 minutes avant et 15 minutes après. Donc ça veut dire qu'en gros, suivant le patron de la chaîne C8, ça coûterait à peu près entre 3 000 et 5 millions d'euros de pertes. Voilà. Ce qui évidemment dans le budget d'une chaîne peut poser un problème, surtout au niveau de la production de l'émission. C'est-à-dire que les producteurs de l'émission, eux, sont rémunérés par la chaîne, par émission, par émission suivant l'audimat et suivant les publicités.
Hein, je rappelle, le principe d'une émission comme TPMP, c'est que vous avez un producteur, le producteur vend le concept à une chaîne de télé, la chaîne de télé donc achète le concept, et la chaîne de télévision paye la société de production pour produire cette émission, suivant les résultats d'audience, et les résultats d'audience déterminant le prix de l'espace publicitaire. Si une émission ne fait pas d'audience, l'espace publicitaire va être moins cher, et s'il y a moins de demandes de la part des partenaires publicitaires pour passer leur publicité pendant cette émission, bah forcément l'émission au bout d'un moment elle dégage parce qu'elle n'est pas rentable. Elle coûte de l'argent parce que c'est le producteur qui fait l'émission et qui la vend et qui la facture à la chaîne. Donc TPMP c'est le même principe. C'est-à-dire que le TPMP est facturé à la chaîne, donc la chaîne C8 va devoir payer le producteur. Alors soit en effet le producteur va faire un arrangement pour essayer de réduire les coûts, etc. Ils vont trouver certainement une façon, puisqu'ils ont garanti que l'émission devait rester pendant ces 3 semaines d'émission. Sauf que le problème, c'est comme le CSA, c'est quand même bien là, paf, et la sanction est quand même tombée, ça veut dire que là, même les annonceurs, c'est-à-dire les publicitaires, peut-être que ceux qui étaient restés fidèles pour acheter de l'espace pendant cette émission vont peut-être refuser à l'avenir de payer si cher. C'est-à-dire que là, va forcément y avoir, la conséquence, ça va être énorme. C'est-à-dire que la conséquence, c'est que les annonceurs vont demander des ristournes sur le prix de l'espace publicitaire, sur le prix de la minute. Donc ça va être une perte d'argent encore plus importante que les 5-7 millions que la chaîne et que les producteurs vont perdre pendant ces 3 semaines. On arrive en fin de saison, donc l'émission va peut-être certainement partir sur une saison estivale avec de la rediffusion, un truc comme ça, etc. Mais voilà, je pense que là, la sanction, alors on dit que la sanction est sévère. Moi, je pense qu'elle n'est pas sévère parce que je pense qu'il y a un moment où il faut remettre les pendules à l'heure. Sauf que malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en France, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse remettre des pendules à l'heure. Parce que pour eux, c'est de la morale, mais voilà. Il y a quand même un problème, c'est que, et je ne suis pas le seul à le dire, il y a beaucoup de gens qui le disent, c'est que dans cette émission, il y a des gags, il y a des plaisanteries qui ont été faites, mais qui se font dans des contextes privés. C'est des genres de blagues qu'on se fait entre potes, vous voyez? Mais là, on ne fait pas ça devant la télévision. Alors, ils essaient d'expliquer que ben non, mais voilà, on se comporte naturellement, on est vrai, on est franc du collier, on dit les vérités, on dit les choses. Oui, mais vous savez, cette expression qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, et surtout à la télévision. Donc, il y a un moment où il faut savoir se limiter dans la déconnade, on va dire. De toute façon, je pense que TPMP, c'est un concept qui est épuisé. Je pense que là, ils vont avoir beaucoup de mal à se renouveler. La preuve en est, c'est qu'il y a certains chroniqueurs, il y a quand même 3 chroniqueurs qui sont partis en l'espace d'un mois, hein, puisque vous avez le directeur de Télépoche, dont le nom m'échappe, vous avez Enora Almalagré qui est parti, et là, Mathieu Delormeau aussi qui est parti. Donc, essayer de renouveler cette émission, ça va être compliqué. Maintenant, bon, la sanction, chacun la considère, l'apprécie à sa juste valeur, suivant ses opinions. Mais voilà, on ne va pas en faire un fromage non plus. Il y a quand même des choses plus importantes. Au Venezuela, alors Venezuela, on n'entend pas trop parler, mais actuellement, il faut savoir qu'il y a une volonté certaines de la part de certaines associations, de certains groupes liés à M. Soros. Hein. M. Soros est actuellement en opération en Venezuela, puisque là, il y a un renforcement de l'opposition contre Maduro qui est en train de foutre le bordel au Venezuela. De là à ce qu'on ait un phénomène Maïdan, comme ça s'est produit en Ukraine, il n'y a pas des kilomètres. Mais là, évidemment, hein, le Venezuela, vous avez remarqué, a disparu de vos médias. A disparu aussi plus ou moins l'affaire concernant le modem sur les assistants parlementaires. Hein, alors, pareil, hein, ça, à mon avis, je pense que là, ça va un petit peu disparaître de la circulation.
Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez aussi... ah oui, aussi cette information qui est très intéressante, mais qui n'a absolument aucun intérêt. Mais c'est vraiment histoire de faire travailler des gens, en fait, hein, pour rien. Vous avez une consultation qui est actuellement organisée par la société AFNOR, enfin le groupe AFNOR, ou le service AFNOR, je ne sais plus, c'est une fédération, donc c'est un organisme public qui s'occupe de la normalisation. Et cette AFNOR eh bien, a lancé une consultation pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour éventuellement changer de clavier. Vous savez, le clavier d'ordinateur. Le clavier d'ordinateur, c'est ce qu'on appelle un AZERTY, contrairement au clavier anglo-saxon qu'on appelle un QWERTY. Eh bien, il y en a un qui ont décidé de se dire ça serait bien sur changer les touches. C'est-à-dire que maintenant, ça serait un clavier Bepo. C'est-à-dire que l'AZERTY part à la poubelle et on redispose les lettres pour, soi-disant, permettre d'avoir une meilleure facilité d'accès avec les doigts sur les lettres les plus usuelles de la langue française, en particulier les E accent aigu et les E accent grave. Sauf que ça pose un gros problème, c'est que déjà, quand vous voyez le temps que peut se mettre parfois une personne à s'habituer à taper au clavier, c'est-à-dire que tous les gens qui maintenant tapent très bien au clavier avec un AZERTY, hein, le jour où on va leur changer leur clavier en Bepo, imaginez vous allez vous retrouver avec des gens qui... Parce que évidemment, les lettres sont plus au même endroit, alors qu'on a mémorisé l'AZERTY. Hein. Moi, je connais ce problème-là un peu parce que j'utilise deux claviers, j'utilise le QWERTY et le l'AZERTY. Et des fois, avec le QWERTY, j'ai parfois tendance à avoir le doigt qui va chercher le A, alors que c'est pas un A, c'est un Q. Enfin, vous voyez, donc, quel est l'intérêt? Ça n'a aucun intérêt, c'est stupide, c'est idiot. C'est vraiment, c'est vraiment histoire de faire bosser des gens pour rien, pour brasser du vent. Voilà, c'est... quoi d'autre qu'on peut éventuellement aussi aborder? Faut savoir que la Finlande, là, en Suède, vous avez déjà pas mal de problèmes, et politiquement, ça commence aussi à poser un problème parce qu'il y a un durcissement, et de plus en plus de Suédois commencent à préférer le parti, on ne peut pas dire que ça c'est un parti nationaliste, mais quand même un parti conservateur qui est anti-migrant. Le Danemark se renforce aussi, et la Finlande maintenant aussi s'y met, puisque le parti anti-migrant a élu un président donc dans le parti, qui est vraiment un président de la ligne dure. Alors ça pose un problème parce que le gouvernement est un gouvernement de coalition, et dans cette coalition il y a des membres de ce parti nationaliste, donc ça veut dire que les ministres de ce parti vont certainement devoir suivre la ligne de ce nouveau président, donc ça va poser encore aussi des problèmes vis-à-vis de l'immigration. On a déjà parlé de l'affaire de Trump avec son refus de sortir, avec sa décision de sortir de l'accord de Paris. On en a déjà parlé que cet accord c'est vraiment c'est une chimère, mais que malheureusement il y a beaucoup de gens qui y croient et qui sont tellement dans le dogme de l'environnement qu'allez poser leurs questions. Si un jour vous tombez sur quelqu'un qui dit tu te rends compte Trump, l'environnement, etc. Posez la question, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi l'accord de Paris? Parce que je ne sais pas ce que c'est. Et bien vous allez vous rendre compte qu'en fait ils sont incapables de vous expliquer ce que c'est. Et c'est très amusant. Moi j'ai fait l'expérience ici aux États-Unis. Je peux vous dire que la personne à qui je lui ai posé la question, elle ne me parle plus. Hein, parce que tout d'un coup, il s'est senti con. Parce qu'après, évidemment, je lui ai expliqué ce que c'était que l'accord de Paris. Donc le fait que je lui explique ce que c'était, qu'elle était incapable de l'expliquer, voilà, j'ai heurté sa sensibilité et sa fierté. Mais rien à foutre. Quoi d'autre? Oui, on a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques vidéos que j'avais mises sur Boston Dynamics. Alors, Boston Dynamics, c'est une société qui développe en fait de la robotique. Sauf que cette société, qui avait été créée en 92 ou 95, je crois, a été rachetée en 2002, je crois, par GoogleX. GoogleX, c'était la société mère de Google, qui s'est rebaptisée il y a quelque temps Alphabet. Hein, donc maintenant c'est Alphabet, la société mère de Google c'est Alphabet, et Alphabet a décidé de vendre Boston Dynamics. Alors on s'est dit mais
Pourquoi? Je veux dire, Google, qui s'est lancé aujourd'hui dans une politique de développement, d'investissement dans les technologies, etc., vend Boston Dynamics, qui est quand même une société qui a développé un certain nombre de robots, assez impressionnants d'ailleurs. Eh bien, tout simplement, c'est parce que c'est une question de business. Une question de business, pourquoi? Tout simplement parce que Google, quand Google a racheté Boston Dynamics devait développer des robots, mais des robots dont le client le plus particulièrement visé pour réussir à décrocher des contrats d'exclusivité pour utiliser ces robots et vendre ces robots, c'était l'armée américaine. Sauf que l'armée américaine, qui a laissé planer pendant un temps, peut-être qu'en effet elle achèterait des produits de Boston Dynamics, etc. Mais l'armée américaine a dit, bah non, désolé, ça ne nous intéresse pas. Pour l'instant, ce n'est pas dans nos objectifs de développement matériel. Et donc du coup, Alphabet s'est dit, ah bah merde, là on perd la possibilité d'avoir un contrat qui peut donner un contrat aussi intéressant que l'armée américaine, aux personnes. Comme il n'y a personne, tout d'un coup Google s'est dit, bon on va se débarrasser de Boston Dynamics puisque de toute façon on ne pourra rien faire avec. Donc voilà, business. C'est-à-dire que voilà, vu que Alphabet ne pourra pas tirer de profit de Boston Dynamics en réussissant à essayer d'avoir un contrat exclusif avec l'armée américaine, et vu qu'il n'y a personne d'autre, évidemment ils ne vont pas vendre ça aux Chinois ou à la Russie, hein. Donc ils vendent Boston Dynamics, et c'est finalement les Japonais qui vont racheter Boston Dynamics. Ça tombe bien parce que les Japonais sont très friands de robotique, donc certainement qu'eux arriveront à faire quelque chose de cette société, sauf que du coup, voilà, c'est quand même la démonstration que Google, avec toute sa com de vouloir s'immiscer dans différents domaines, aussi bien dans la robotique, l'intelligence artificielle, même jusqu'à la génétique, c'est purement pour du profit, c'est purement pour du business, c'est pas pour le bien-être, c'est pas pour le bien-être de l'humanité ou pour faire avancer l'humanité, etc. Non, c'est pour le business. Hein, donc si ça c'est... Voilà, on a vraiment là la preuve de la politique de Google. Quoi d'autre? Essentiellement, oui, législative. De toute façon, on n'a pas fini d'entendre parler. Oui, à Paris, vous avez toujours des migrants qui se baladent, qui sont un petit peu incrustés, qui ont un peu squatté dans certains endroits. Sauf que le problème, c'est qu'on a constaté qu'au niveau sanitaire, ça pose un gros problème parce que beaucoup de migrants sont atteints de la gale. Eh oui, c'est con, hein. Donc on va encore dire, il faut les aider, ces pauvres migrants. Il faut savoir qu'il y en a 5 millions qui vont débouler, hein. 5 ou 10 millions qui vont débouler cet été. Hein. Donc déjà, on n'arrive pas à gérer ce qu'on a déjà récupéré. Je tiens quand même à préciser qu'en France, on n'est pas les mal lotis, parce qu'en France, je crois qu'on a... on n'a même pas accueilli 1 million, je crois qu'il y a peut-être 400 ou 500 000 migrants qui ont été accueillis. Les Allemands, par contre, eux, je peux vous garantir que sur la presse allemande alternative, il y a de plus en plus de gros soucis d'insécurité dans pas mal de villes. Ils ont même organisé à Cologne, c'était quand c'était avant-hier ou je ne sais plus, il y a 2-3 jours, à Cologne ils ont organisé la fin du Ramadan, la fin de rupture de jeûne, avec une grande tablée, etc. C'était une grosse opération de com pour essayer de réhabiliter les musulmans aux yeux des Allemands. Et je peux vous dire que les musulmans qui ont participé à cette rupture de jeûne, ils étaient tout seuls parce que en fait il y a très peu d'Allemands qui se sont déplacés pour cette manifestation. Voilà, bon, je pense que c'est à peu près l'essentiel des informations. Oui, vous avez les élections anglaises. Hein, Theresa May a été confortée dans sa position, mais a perdu la majorité au Parlement. Donc actuellement, vous avez l'un des leaders des partis majoritaires, qui est James Corbyn, qui demande la démission de Theresa May. Je confonds avec l'actrice Mathilda. Mais ce qui est formidable, c'est qu'évidemment, on est en train de remettre un petit peu en question le Brexit. C'est-à-dire que là, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour finalement, est-ce que le Brexit, est-ce qu'on pourrait éventuellement le faire passer à la poubelle? Oui, non, mais ça, c'est clair que le Brexit, il y en a qui n'ont toujours pas digéré. Autre info rapide, TGV. TGV, c'est fini. Oui, on n'appelle plus TGV. Hein. Maintenant, c'est
comment on appelle ça maintenant, c'est oui, c'est bien. TGV ne s'appelle plus TGV, mais ça s'appelle oui. C'est le RER aussi. Alors toutes les appellations des moyens de transport parisiens qui avaient été développés au fil des années, tout ce qui est RER, bus, etc., on va simplifier maintenant, c'est-à-dire qu'on va appeler ça bus, métro, train. Voilà. Donc toutes les terminologies qu'on a développées pendant ces 30 dernières années, 40 dernières années, tout ça va disparaître parce que on s'est rendu compte, c'est vrai que les touristes sont un peu paumés. C'est quoi la différence entre le métro et le RER? C'est quoi la différence entre train, grande ligne et TGV? Enfin, il y a eu apparemment, il y a beaucoup de problèmes de gens qui n'arrivent pas à s'orienter. Moi-même, la dernière fois que je suis allé à Paris, je voulais prendre une ligne, mais pour prendre les tickets, va savoir ce qu'ils appellent grande ligne. C'est pas marqué RER, c'est marqué grande ligne, mais quand t'es pas habitué, va savoir si grande ligne c'est quoi. C'est RER, c'est trains normaux, enfin vous voyez, je pense que c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs qu'ils simplifient un petit peu les appellations, parce qu'au bout d'un moment c'est un petit peu le bordel. Et enfin je vais terminer par quelque chose. Alors ça, c'est pareil, ça ramène encore à ce problème de ces labels, de ces enseignes qui pourtant avaient acquis une certaine image et qui finalement se trouvent être un foutage de gueule. Je ne sais pas si vous connaissez Cocopelli. Alors, Cocopelli, c'est un organisme qui s'est développé à l'échelle internationale, qui a pour vocation de préserver la diversité des semences, et donc des semences biologiques, et donc permettre à des particuliers de pouvoir... alors, Cocopelli vend des semences pour des particuliers, ne vend pas des semences, ou des semences les vendent pour des professionnels jusqu'à un certain niveau. Hein, c'est-à-dire que malheureusement, aux États-Unis par exemple, un agriculteur ne peut pas acheter des graines chez Cocopelli, parce que évidemment les lois disent que si vous avez une exploitation de plus de tant de mètres carrés, donc de plus d'hectares, de tant d'hectares, vous devez acheter chez des industriels de l'agroalimentaire et non pas chez Cocopelli. Mais de toute façon, Cocopelli ne vend des semences que pour des gens qui veulent faire des potagers ou développer de ce qu'on appelle la permaculture. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des Français qui ont fait confiance à la réputation de Cocopelli et qui se sont rendus compte que malheureusement, il y avait un problème. C'est que les graines que Cocopelli leur vendait, eh bien, n'arrivaient pas à germer. Alors, est-ce que c'est un problème de terre? Est-ce que c'est un problème de pratique? Non. La plupart d'entre eux disent qu'ils ont acheté les kits complets, c'est-à-dire qu'ils ont acheté un livre qui coûte très cher d'ailleurs, qui est la notice avec les descriptifs, les méthodes à utiliser, etc., les types de terre, sur telle graine, etc. Donc les gens qui ont voulu développer leur propre potager avec des semences bio Cocopelli ont respecté assez bien les procédures, sauf que malheureusement il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que les graines qui étaient vendues par Cocopelli, eh bien, ne germaient pas, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnaient pas. Et les professionnels de l'agriculture, les agriculteurs qui connaissent un peu le procédé Cocopelli, en fait, ont expliqué à ces gens-là que c'est parce que Cocopelli ne fait pas de vérification de semences, c'est-à-dire qu'ils ne vérifient pas, ils n'ont pas de structure pour vérifier la qualité de leurs semences. Donc en fait, ils vendent des semences à des gens sans savoir si ces semences vont fonctionner ou pas. Donc déjà, vous voyez, il y a déjà un gros problème, et ça revient finalement à dire, avec Cocopelli, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du business, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à s'octroyer une réputation, une image qui au départ était très de bonnes intentions, et finalement, plouf, voilà, ça a été, s'avère être un business finalement qui n'offre pas la qualité qu'elle prétend offrir, dans le cadre de vouloir à la fois offrir des semences bio, mais aussi de préserver la diversité des semences à qui veut se lancer un petit peu dans la culture de légumes, etc. Et enfin, pour terminer, aussi un autre organisme, là c'est plus particulièrement en France, qui concerne un peu ce que nous faisons tous les gens qui sont sur YouTube ou qui ont des blogs de réinformation, etc. Peut-être vous connaissez
MetaTV. MetaTV, c'était à l'origine une association loi 1901 d'un ensemble de personnes qui étaient pour la plupart des journalistes, qui avaient monté cette télévision uniquement sur Internet et ont permis d'inviter une multitude de gens, d'opinions, d'horizons différentes, pour pouvoir justement permettre à des internautes de pouvoir non seulement connaître un certain nombre de gens, connaître certaines opinions et certains développements, certaines analyses, et parfois avec des directs où les gens, par cette télévision Internet, pouvaient poser des questions aux invités. Alors il y a des tas de gens qui ont été invités, vous avez Jovanovic qui avait été invité, Soral avait été invité, vous avez Pierre Hillard qui avait été invité, d'autres gens comme Tariq Ramadan, donc vraiment des gens de positionnement, d'idées vraiment différentes, mais qui constituent aussi des analyses et des points de vue parfois différents ou parfois qui se ressemblaient sur des sujets d'actualité, des sujets d'économie, des sujets sociétaux, des sujets politiques, des sujets religieux aussi. Et cette émission a été présentée essentiellement par Patrick Wong, dont le surnom est Tepa, c'est Tepa. Donc à l'origine c'est un rappeur et qui animait cette émission. Sauf que le problème, c'est que la rançon du succès, c'est-à-dire que cette chaîne vivait essentiellement donc en tant qu'association loi 1901, touchait donc des subsides de l'État, mais recevait également des dons, et malheureusement il y a eu détournement de fonds, c'est-à-dire que certains membres de cette équipe ont tout simplement utilisé les comptes de la société à des fins personnelles, dont le présentateur Tepa qui est principalement incriminé dans cette affaire. Donc voilà, c'est un peu triste parce que finalement un support internet qu'on va dire dissident, qui avait réussi à toucher un très large public, finalement n'a pas su donner l'exemple d'intégrité au sein même de son équipe, et des gens malheureusement au sein de cette équipe, au sein de cette équipe il y a certains, majoritairement ils ont gardé cet esprit et cette intégrité, sauf qu'aujourd'hui ils sont en conflit juridique avec ceux qui malheureusement n'ont pas résisté à l'appât du gain, ou on considérait qu'ils étaient un petit peu les maîtres du jeu, etc., ont peut-être attrapé la grosse tête et se sont dit c'est bon, je fais ce que je veux parce que c'est moi le chef de la bande, c'est moi c'est dommage parce que c'est quand même un support internet qui offrait une tribune à des idées différentes, à des opinions différentes, et qui aujourd'hui est en train de couler, même si la chaîne existe toujours, puisque ceux qui essayent de préserver cette chaîne, essayent de renouveler l'image, essayent de préserver le concept, mais malheureusement cette affaire est en train de tourner sur Internet et va certainement détourner pas mal de gens de cette chaîne. Donc c'est dommage, voilà, c'est ce qui arrive parfois quand il y a des gens qui ne sont pas forcément très sérieux. C'est toujours le risque quand on monte des associations, c'est tout d'un coup de se retrouver avec des gens qu'on croyait sérieux, mais qui finalement avec le temps n'ont pas résisté à l'appât du gain et ont commencé à faire du détournement. Donc voilà, c'était à peu près toutes les petites nouvelles que je voulais vous donner. Alors après, il y a d'autres informations que je mettrai sur le blog comme d'habitude, donc suivez bien l'information parce que ça va aller très très vite. Je sais que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui là sont un petit peu occupés, donc c'est vrai que le blog a un petit peu baissé en fréquentation, mais il y a encore, une bonne fréquentation sur le blog. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être après le second tour, mais je pense qu'il y aura certainement matière à essayer d'expliquer, à essayer d'analyser un petit peu ce qui est en train de se passer. N'hésitez pas à diffuser la vidéo, n'hésitez pas à les partager aussi avec vos amis pour
pour leur faire comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, parce que, je le répète, ce qui est en train de se passer en France, démocratiquement, est très très grave. Et pour l'instant, les Français ne s'en rendent pas compte, mais je pense qu'il va y avoir des conséquences, il va y avoir des dommages collatéraux énormes, que pour l'instant personne n'imagine, mais je pense qu'à la rentrée, ça va cingler très très fort. Tout comme d'ailleurs aux États-Unis, c'est pareil, je suis très attentif à ce qui se passe actuellement aux États-Unis, parce qu'il y a des tas de petites choses qui sont en train de se produire, qui sont tout à fait significatifs de quelque chose d'énorme qui est en train de se préparer. Pour l'instant, j'ai pas encore tous les éléments, mais je vous en ferai part le temps venu avec du factuel, hein, puisque ce sera toujours avec des sources. Enfin, ce que j'essaie d'expliquer en général sont sourcés dans le blog, hein, vous trouverez les articles avec toutes les sources. Donc à suivre. Et on se retrouve très prochainement. D'ici là, peut-être bonnes vacances si vous êtes déjà parti en vacances. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'Info Wintox. À très bientôt.